Salut à vous chers auditeurs, c'est l'heure de l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. Aujourd'hui je reçois Olivier, salut à toi Olivier. Salut Marco, salut à tous. Et bien sûr Eric, salut à toi Eric. Salut à toutes et à tous. Émission exceptionnellement non pas en direct, donc en différé, avec quelques soucis techniques et on s'excuse pour la semaine précédente avec la tempête de vent. Zeus nous a fait mal puisque l'antenne de la radio a eu quelques soucis, on n'a pas pu enregistrer en direct malheureusement suite à la 28e journée de championnat avec ce match vraiment nul en Corse. On y reviendra au cours de cette émission, mais là on va plus décortiquer la 29e journée de championnat avec toujours un score nul, 2 buts partout à Geoffroy Guichard face aux Messins. Bien sûr on passera de la musique, on reviendra sur l'Altiligérie et bien sûr on terminera par des fameux coups de cœur et coups de tête. Voilà le programme de cette belle émission. Tout de suite, on passe à la semaine verte, sans jingle, parce que c'est pas en direct et on n'a pas exactement tous les boutons qu'il faut. La semaine verte présentée par Eric, avec tout d'abord un petit mot sur les dirigeants qui sont prêts à passer à l'action. En effet, pour permettre à l'ASS de franchir un cap, les dirigeants se sont fixés 5 objectifs. Tout d'abord, devenir propriétaire du stade. L'idée de transformer le loyer actuel, qui est de 1,4 million, en un remboursement de crédit permettant de jouir de l'enceinte toute l'année, de l'entretenir directement sans faire appel au service de la ville et de pouvoir générer des revenus. Des discussions sont en cours avec Saint-Étienne Métropole. Le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, s'est dit prêt à discuter entre 150 et 200 millions d'euros, une somme bien trop élevée pour les dirigeants. Une alternative à la vente sèche serait un bail amphithéotique, au terme duquel le stade repasserait dans le domaine public. Deuxième objectif, trouver un actionnaire minoritaire français capable de mettre 20-25 millions d'euros sur la table, permettant l'arrivée de 2-3 joueurs de très haut niveau. Objectif numéro 3, faire évoluer le salary cap et être prêt, comme dans le sport américain, à faire quelques exceptions afin de proposer des salaires en corrélation avec le niveau des joueurs. Et enfin, dernier objectif, renforcer la cellule de recrutement en allant prospecter dans les pays limitrophes et lancer un nouveau projet concernant la formation. Et puis, évidemment, avec les contre-performances, il a fallu corriger les objectifs. Exactement, Christophe Galtier a changé plusieurs fois de discours au cours des dernières semaines. Rappelez-vous, après l'élimination face à Manchester, il a dit que l'objectif était désormais de terminer dans les 5 premiers. Suite à la défaite face à Caen, il a semé le trouble en déclarant que l'important était d'atteindre au plus vite les 44 points afin d'assurer le maintien. Quelques jours plus tard, avant d'aller à Bastia, il était à nouveau question d'Europe. Et à la suite de la nouvelle contre-performance en Corse, le coach des Verts a pointé du doigt le manque de réalisme de son équipe, lançant au passage une pique à ses attaquants, à Berić en particulier. Puis a rajouté que pour l'ambition européenne, il fallait rester très calme. Et enfin, en conférence de presse avant Saint-Étienne-Metz, Christophe Galtier a indiqué qu'il avait explicitement demandé à ses joueurs de ne plus parler d'Europe. À force de parler d'Europe, on met trop d'attentes, de nervosité, de pression, a-t-il indiqué. Que penser de tout ça? Difficile d'y voir clair, comme l'a dit Christian Lopez, difficile de comprendre l'objectif du club en cette fin de saison. Et puis un petit mot sur l'infirmerie, Eric ? Oui, l'infirmerie verte se vide peu à peu. Plusieurs joueurs ont effectué leur retour à l'occasion de la réception des Messins et pas des moindres. Maltui, Mbeng, Selnaes, Amouma et Soderlund. La blessure d'Amouma, comme le joueur me l'a confié à l'Etra le lendemain de notre dernière émission, a été heureusement bien moins grave que prévu. Il nous reste désormais 3 joueurs blessés, Lacroix, Pajot et Tanan. Une liste à laquelle il faudra sans doute rajouter Pierre-Gabriel touché au genou ce dimanche. Pour la rencontre face à Metz, Dabo et Roux ont fait leur retour dans le groupe. Poloma est élu en CFA2 et le mois était suspendu. Il a écopé de 2 matchs de suspension, dont un avec sursis, suite à son carton rouge à Bastia, le 3e de sa carrière. À noter que Nicolas Saint-Ruf, le joueur qui a blessé Pajot, mais qui, contrairement à Ferry après son attentat sur Berić, s'est de suite excusé, a pris 4 matchs fermes. Et on finit avec les résultats du week-end, avec notamment une bonne nouvelle qui nous est venue de Montpellier, si je suis bien. Exactement, tu suis très bien. C'est les Amazones. Chez les Louloutes. Les U15 pour commencer, donc se sont inclinés malheureusement 2-1 sur le terrain du FC Lyon, donc un petit derby perdu par les U15. Les U17, un autre derby, se sont eux imposés 4-0 au Puy. Les U19 joués en amical, ils ont battu Saint-Priest 3-1. L'équipe de CFA2 a fait match nul 0-0 face à la Lanterne Rouge Lille-Rousse.
Contre-performance donc pour les hommes de Laurent Batles, et on a gardé le meilleur pour la fin. La grande satisfaction du week-end est venue des filles qui, en quart de finale de la Coupe de France, sont allées gagner à Montpellier 1-0 et ont donc validé leur billet pour les demi-finales de la compétition. Bravo à elles. Voilà, c'en est terminé. Merci à vous deux pour cette semaine verte. On va revenir bien sûr sur le match du week-end, ce match de week-end qui voyait donc pour le compte de la 29e journée la réception des Lorrains, les Messins qui ont un petit peu de mal à décoller dans ce championnat depuis le début de saison, mais qui ont le mérite de jouer, hein, on les connaît, ils sont assez joueurs. On avait fait un pauvre match nul à 10 contre 11, hein, puisque Tanan avait été expulsé au cours de la première mi-temps, au bout d'une demi-heure de jeu, si je me souviens bien. Bon là, on attendait en tout cas une réaction des Stéphanois, puisque ça fait un mois que Saint-Étienne n'a pas engrangé de points. Il fallait la victoire à tout prix. Et Olivier ? Eh ben, ça s'est pas forcément passé comme les supporters l'attendent, notamment déjà au niveau de la composition de l'équipe. On a vu une équipe tout à fait classique, alors qu'on aurait pu s'attendre à une équipe plus offensive comme l'avait annoncé Christophe Galtier avec 2 attaquants. Eh bien non, l'équipe préparée par Christophe Galtier a été somme toute très classique. On note quand même le retour de Malcuit, de Selnaes et puis d'Amouma plutôt en attaque, avec des fortunes diverses pour ses retours, on verra ça tout à l'heure. Au bout de 55 secondes, le match ça a pas traîné, hein, Geoffroy Guichard ce dimanche. Au bout de 55 secondes, les Verts sont cueillis à froid et le jeune Sarr se joue de Malcuit puis de Verretou avant d'enrouler sa frappe des 25 mètres dans le petit filet de Ruffier. Les Verts sont battus dans l'agressivité, pratiquement dans tous les domaines. Ils rentrent dans le match, on va dire, à la 40e minute. C'est un peu tard hein, pour rentrer dans le match. Grâce à Amouma, puis à Robert Beric, qui va égaliser juste avant l'heure de jeu sur un joli mouvement et sur une passe déjà de Loïc Perrin. Le match va s'emballer à la fin de la rencontre. On ne reconnaît plus nos Verts. Le ballon va d'un camp à l'autre et on a enfin des occasions. Que se passe-t-il ? Eh bien, malheureusement, c'est les Grenats et Fallette qui en profitent, bien aidés par le marquage élastique de Pierre Gabriel. C'est lui qui reprend un joli centre au deuxième poteau. Et voilà les Messins qui mènent 2-1. Galtier change alors le dispositif tactique, fait rentrer Soderlund, puis Cornier. Suite à la blessure de Pierre Gabriel, la fin de match reste totalement folle. Alors je vous explique, Amouma tire d'abord sur la barre, puis Perrin sauve son équipe en dégageant un ballon sur la ligne de but. Dans la foulée, le même Perrin c'est lui qui arrache le nul à la 93e minute de la tête. Ouf, 2 partout à la fin du temps réglementaire. Les Verts peuvent souffler et remercier Loïc Perrin. Perrin. Et oui, le Perrin... La victoire au bout du pied. Notre Perrin, hein, le fameux protagoniste de du film Coup de tête de Jean-Jacques Hano, hein, dont on a emprunté le titre hein, pour notre émission. Ce fameux Perrin, il nous a fait un match de folie et il nous a sauvé la mise face à une équipe lorraine qui méritait mieux que ça, vu la prestation verte qui est un peu palote, surtout en première mi-temps. Alors Olivier, excuse-moi, mais l'égalisation se fait en deuxième période. Hein. Oui, tu as mentionné à la 40e. Oui. Non, à la 40e, j'ai dit que les Verts commencent à sortir le bout du nez à partir de la 40e minute. Avant, il se passe pratiquement rien côté stéphanois, grâce à Amouma. Puis en fait, j'ai laissé la mi-temps, j'ai inclus la mi-temps dans cette réaction stéphanoise. À partir de la 40e, les Stéphanois vont se montrer un peu plus offensifs. Ils vont en tout cas bouger un peu les Messins, et notamment grâce à Amouma dans un premier temps. Et puis, après la mi-temps, grâce à Beric qui va égaliser. À la 53e minute exactement. Voilà, 53e minute, et c'est vrai que ça change un peu le match à ce moment-là, et on voit des Stéphanois plus entreprenants
qui vont essayer d'aggraver le score et malheureusement ça va se passer dans le sens inverse avec le coaching de Galtier qui sort CV pour Söderlund et Söderlund à peine entré il fait une faute bénigne. Il y a pas grand chose puisque c'est plutôt le Messin qui baisse sa tête et c'est la tête du Messin qui va vers le pied de Söderlund et l'arbitre siffle un coup franc où les Messins le jouent rapidement sur le côté droit et ça trompe toute la défense stéphanoise et ça fait 2-1 donc un peu pris dans leur élan de leur remontada on va dire. Les Verts sont cueillis à froid et il faut attendre les arrêts de jeu pour une égalisation miraculeuse même si on a eu quelques occasions notamment la transversale d'Amouma. Voilà. Eh ben, je pense qu'on peut passer à l'analyse un peu de la rencontre. Moi, j'ai préparé plusieurs thèmes, mais ça reste ouvert. Vous pouvez éventuellement évoquer d'autres joueurs ou d'autres sujets. Moi, simplement, je voulais, comme c'était un peu le sujet des derniers matchs, Galtier, en tout cas, en a parlé lors des différentes conférences de presse. Son analyse, c'est que les Verts ont du mal à digérer l'Europa League, la double confrontation face à Manchester. On y revient, c'est j'espère pour la dernière fois. Est-ce que cette fois-ci, vous pensez que les Verts ont enfin digéré ce match-là avec les retours de certains joueurs et puis avec ce qu'on a vu peut-être en deuxième mi-temps? Ouais, peut-être qu'ils sont un peu en vacances. Ouais, ils sont limités des 3 coupes. Ils ont passé un cap, mais de là à digérer l'Europa League, je sais pas. Ils ont jamais trop montré de jeu et de créativité dans le jeu. Donc non, ça change pas. C'est toujours un peu la même chose. C'est lent. Ça se procure très très peu d'occasions au cours de la première mi-temps, même s'il y a eu 2 centres dans les 5 premières minutes, il faut attendre 30 minutes après pour avoir un décalage sur le côté gauche du petit Pierre Gabriel pour centrer, pour mettre un petit peu la défense messine en difficulté, donc 30 minutes pour alerter la défense de l'adversaire et non tirer. Donc on tire très peu au but, on se crée énormément, très peu d'occasions face au but adverse. Donc non, c'est plutôt une rengaine. Moi, je le prends pour une rengaine. C'est pas une question de digérer l'Europa League, les matchs précédents. Et puis ça suit toujours cette même philosophie de non-jeu, on va dire. Regarde le match précédent face à Bastia, qui est une horreur totale, quoi. Il y a plutôt intérêt qu'on ait digéré, parce qu'avant, donc, on était fatigué parce qu'on jouait tous les 3 jours. Maintenant, on n'a plus qu'un match par semaine, donc on attendait ça depuis pas mal de temps. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Qu'on perd à Montpellier, on perd à domicile contre Caen, on fait un nul à Bastia, qui ce week-end en a pris 5 à Guingamp, et on fait un nul contre Metz. Résultat des courses, 2 points sur 12 seulement. Avec le calendrier qui nous attend, on va notamment à Monaco, on va à Marseille, on reçoit le PSG, on reçoit Bordeaux et d'autres concurrents directs. Là, on est distancé par Marseille désormais. Bordeaux est devant également. Il va falloir commencer à regarder derrière du côté des clubs bretons comme Guingamp, comme Rennes. Donc attention à la fin de saison, il est pas question de la terminer en roue libre. En tout cas, il y a un bon coup à jouer, mais malheureusement depuis plusieurs matchs on n'y est plus du tout. Et donc voilà, la fin de saison risque de mal se terminer pour les Verts et il va falloir absolument changer pas mal de choses pour terminer au mieux et pour décrocher la 5e voire la 6e place européenne. Ça va être très compliqué avec les équipes qui nous précèdent et vu les matchs et la qualité du jeu qu'on affiche depuis pas mal de temps. Et les équipes qui sont derrière aussi, Guingamp, Nantes, Rennes, qui sont... Guingamp, ça fonctionne bien. On revient sur ce match de la 29e journée, Olivier. Ouais, parce que il faut que je vous confesse que mes 2 colissiers là du soir, eh bien, ils ont apprécié la deuxième mi-temps. Ça change, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de matchs où il y a eu un petit peu de folie. Donc on va revenir quand même sur cette deuxième mi-temps où il y avait quand même le ballon allait d'un camp à l'autre, ça fait plutôt plaisir. Alors est-ce qu'il faut remercier plutôt les Messins ou est-ce que cette fois-ci ça y est, on a retrouvé des Stéphanois qui réagissent de manière positive face à un adversaire qui les bouscule?
Je pense qu'ils sont quand même fait pas mal bouger à la mi-temps. Il fallait absolument une réaction d'orgueil, donc elle a été intervenue grâce à Perrin. Donc c'est lui qui nouvelle fois a sonné la charge. Alors après effectivement, c'était un match plutôt débridé, des occasions de part et d'autre, comme tu l'as dit, avec une grosse frappe de Coad repoussée par Ruffier. Après Perrin aussi a eu une belle occasion, une reprise acrobatique en fin de match. Il sauve après le fameux sauvetage sur sa ligne qui aurait pu permettre au Messin de faire le break. Et puis après, c'est lui qui, suite à la barre d'Amouma, qui parvient à délivrer tous les Stéphanois. Donc ouais, c'était une deuxième mi-temps plutôt plaisante par rapport à la première, où il y avait quand même beaucoup de déchets dans le jeu. C'est plutôt ennuyé en première période. En deuxième, ça a été d'un camp à l'autre. Bon, le résultat final n'a pas été le résultat escompté. On s'en tire avec un point, mais on a frôlé la correctionnelle à plusieurs reprises. Mais après, en termes de jeu, c'est vrai que c'était plutôt plaisant à voir. Oui, en tant que spectateur, ça a été plaisant. Oui, 4 buts au final. Avec pas de penalty, pas un coup franc direct, ça vient pas sur corner non plus, donc non, ça a été plaisant, mais ça a été plaisant grâce à une équipe de Metz qui est plus qu'intéressante. Les avants messins ont posé beaucoup de soucis aux défenseurs stéphanois. Le milieu de terrain avec Coad a pas été mal côté messin. Non, c'était un match engagé, et on regrette toujours la prestation des Stéphanois au cours de la première mi-temps qui mettent du temps. On a toujours dit c'est un diesel, tout ça, il faut du temps, voilà. Mais ouais, c'est toujours la même rengaine. On se crée très peu d'occasions au cours d'une rencontre, et surtout au cours de la première mi-temps. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il a fallu attendre au bout de 30 minutes pour avoir les premiers tirs stéphanois pour qu'ils soient inquiétés. Et pourtant, on a vu le dernier quart d'heure de la première mi-temps, un gardien messin assez fébrile. Et en fin de compte, sa fébrilité en deuxième mi-temps, il l'a corrigé. Il a sauvé quand même de très beaux arrêts. Je pense à la frappe de CV, je pense à la première reprise de Perrin. Voilà, donc non, et puis c'était engagé. Regarde le 2-0 Messin, on n'est pas passé loin. Il suffit de peu de choses, et puis de la tête du petit Gabriel qui sauve sur un corner. Non, c'était plaisant à regarder. Donc en tant que spectateur, on peut être satisfait. En tant que supporter stéphanois, on peut être que déçu, parce que on attendait cette 1000e victoire, parce que ça fait quand même un mois qu'on parle de cette 1000e victoire, et elle arrive pas du tout. Et puis surtout, on la méritait pas ce dimanche. Avec un nouveau but inscrit dans le temps additionnel. Les Stéphanois étaient les spécialistes fin 2016, et ça continue avec des chiffres impressionnants à ce niveau-là. Alors, avant de revenir sur Loïc Perrin, parce que j'aimerais vous questionner sur ce joueur qui, franchement, quand il va arrêter de défendre les couleurs stéphanoises, ça va créer un grand vide. On a l'impression qu'il est le seul à avoir joué ce match. Est-ce qu'il y a quand même d'autres joueurs qui ont sorti leur épingle du jeu? On va faire le top flop, tout simplement. On commence par les autres joueurs, sauf Perrin, bien sûr. On gardera un petit moment pour parler de sa prestation après. Et les joueurs qui, par contre, sont passés à travers, notamment en première mi-temps. Comment ça se fait que les Stéphanois n'arrivent pas à dominer des adversaires qui luttent contre la relégation? C'est peut-être dans la tête que ça se joue. Donc pour les tops, donc bien sûr, bien évidemment, donc à part Loïc Perrin, ça va être difficile de ressortir d'autres joueurs. Bon, Théophile Catherine, il était quand même solide au poste, il a fait quand même quelques retours intéressants. C'est lui qui coupe, je crois, l'occasion de Diabaté, oui, en première période. Après, qui d'autre? Pierre Gabriel, qui a bien commencé la rencontre. Pareil, il a fait plusieurs retours intéressants. Et c'est lui qui sauve sur la ligne, donc la tête de Sarr qui avait voir le score. Mais après, donc c'est lui qui se fait piéger sur le coup franc rapidement joué par les Messins qui amène le second but. Ruffier, mal commencé la partie avec une sortie ratée, mais après il a quand même fait 2 ou 3 arrêts dont il a le secret. Amouma, on l'a peu vu, mais les peu de fois qu'on l'a vu, il était dangereux une nouvelle fois. C'est lui qui a la première occasion stéphanoise, et puis à la fin, donc c'est lui qui frappe sur la barre. Et puis CV sorti sous les sifflets du public, mais je
je l'ai pas trouvé plus mauvais que les autres. Au contraire, je pense qu'il a plutôt joué juste dans le bon tempo. Donc je trouve que les sifflets ont été plutôt sévères pour ce joueur. D'habitude, il donne pas forcément satisfaction. Il n'est toujours pas décisif, mais je pense qu'il a fait un match plutôt correct. Ouais, mais je vais rester sur les mêmes, Olivier. À Mouma, tu le mets dans plutôt les tops, si j'ai bien compris. Moi, je l'aurais mis dans mes flops. Ouais, il a loupé énormément de contrôle en première mi-temps. Je sais pas si vous avez vu. Oui, exact. Donc il a eu une première période très compliquée. Ah ouais, après le peu qu'on a vu, simples, effectivement, après par rapport à ce qu'il est capable d'amener, on est déçu. Puis il revenait de blessure, faut pas l'oublier. Mais voilà, s'il a eu 2 ou 3 éclairs qui auraient pu faire la différence. Ça n'a pas été le cas, mais ça aurait pu. Tout à fait, tout à fait. Et puis la vitesse que les autres joueurs n'ont pas. Donc ouais, mais effectivement, CV. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est mieux qu'il y a un mois et les mois précédents, on va dire. Et Ruffier qui nous sauve la mise quand même plus d'une fois, même s'il prend ce pion à la première minute et peut-être gêné par le soleil. Puis c'est une belle frappe quand même, Messine. Ruffier en deuxième mi-temps, il nous sauve le truc. Et puis, il fait une petite sortie fantôme quand même. À un moment. Ouais, mais bon, il en sauve 2 ou 3 après. Donc, non, mais ça va que c'était Diabaté en face. Ouais, Diabaté, excuse-moi, mais il a donné du boulot, du fil à retordre. Exactement. Mais c'est pas un joueur de football. Je suis pas d'accord avec toi. Oh là là. Je suis pas d'accord avec toi parce que je suis en mode Julien Cazard. Non, il est grand, il bouge beaucoup les défenses et s'il est titulaire et qu'il a mis Herding sur le banc, c'est que Isberger, il a ses raisons. Non, à mon avis, un joueur comme lui en numéro 9 à Saint-Etienne, ça pourrait déjà franchir un palier offensivement. Tu fais bien de... Personne me parle de Robert Berix, alors que vous devriez être content. Moi, en tout cas, j'étais très content de le voir retrouver le chemin des filets. Bah oui, mais bon, il a fait ça... Moi, je pense que son but, il sauve son match parce que le reste du temps, il a été quand même. Le BRX, vous allez pas le voir du match. C'est pas. C'est vrai qu'après, il a pas existé face à la défense adverse. C'est vrai qu'il était là au moment où on l'attendait pour marquer ce fameux but de l'égalisation. Mais après, en dehors de ce but-là, sans lui demander juste de marquer, effectivement, le constat est qu'il a marqué, effectivement. Mais après, on peut peut-être attendre d'autres choses de lui sur le front de l'attaque. Ouais, parce que ces remises en première mi-temps et les remises qu'il a pu faire en Corse là, une semaine avant, et puis sa lenteur, c'est plus que gênant quand même pour un attaquant. Alors c'est sûr que c'est un attaquant de surface, mais bon, si c'est un attaquant de surface, il a rien à faire dans la stratégie de Galtier. Avec un but du pointu. J'arrête pas de dire à mes fils de pas utiliser le pointu. Et j'étais devant mon poste avec eux tout à l'heure et ils m'ont bien fait remarquer qu'ils l'avaient utilisé. Or, à la Romario. À la Romario. Alors un petit mot là. Et alors les gars, soyez bons parce que ça, on va le garder en mémoire. Une petite description. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez ce joueur qui est Loïc Perrin? Alors sur ce match, mais on va un petit peu extrapoler parce que il fait un peu la pluie et le beau temps sur cette rencontre, mais je pense qu'on peut élargir. Alors Marco, toi tu préfères répondre simplement par un jingle, ok? Ton temps de parole est passé. Eric, à toi. Non, c'est un Stéphanois pur souche, donc il s'avoue jamais vaincu, donc c'est un capitaine courage, exemplaire, et là il a été absolument énorme. On a eu un Perrin de niveau international, il a tout fait, c'est pas compliqué, niveau offensif et défensif. Là c'était l'attaquant le plus dangereux des Verts, donc c'est tout dire. Ça nous a ramené au milieu des années 90 avec Laurent Blanc qui avait ce profil-là, qui était capable de marquer 2-3 buts dans un match et puis tout en assurant son travail défensif. Donc là c'est lui qui a sonné la révolte, la charge stéphanoise, alors que l'équipe était plutôt endormie. Donc voilà, c'est vraiment l'exemple à suivre. Il l'a montré, il a eu 2-3 grosses occasions, il a eu plusieurs occasions de marquer et c'est lui qui finit au bout du temps additionnel par faire la décision, et c'est une juste récompense par rapport à tous les efforts qu'il consent et par rapport à la mentalité absolument exemplaire de ce garçon. Donc c'est la mentalité qui t'impressionne le plus. C'est un tout. Ouais, c'est un tout. Qu'est-ce qui t'impressionne? C'est un des rares talents qu'on a dans cette équipe depuis quelques années. On peut rajouter donc Amouma et Ruffier. Et voilà, lorsque ces trois ne seront plus là, on peut se poser vraiment
des sérieuses questions sur l'avenir de Saint-Étienne. Mais c'est vrai qu'à lui tout seul, il nous rapporte un point, hein, parce que passeur décisif, buteur, juste avant, il nous sauve d'une balle de but Messine. Il a été énorme et c'est vrai qu'il a une combativité là sur l'action où il est passeur, hein, sur le but de Béric. C'est énorme. Il a la niaque de venir sur le côté gauche et puis d'avoir l'adresse de donner un bon ballon au numéro 9. Et puis, contrairement à Michel Blanc, hein, tu parlais de notre défenseur là, que j'ai jamais pu encadrer. Lui, au moins, notre Perrin, quand il attaque, au moins, il fait l'effort de revenir et de descendre. Parce que dans les années 90, le grand Michel Blanc, là, il restait aux avant-postes et il demandait, et il engueulait la défense. Il dit, alors, vous n'avez pas défendu correctement. Bah oui, mais Il va y avoir débat, mais on n'a pas le temps de le faire. Bijou, ouais, il était libéraux et il était toujours dans la surface adverse. Voilà. Alors, ce que je peux rajouter, peut-être au moins un chiffre, c'est la 15e saison que Loïc Perrin évolue au sein de l'AS Saint-Étienne. Et puis, vous avez pas parlé de ses qualités au niveau du timing, parce que au niveau du placement d'abord en défense, mais aussi du placement en attaque, c'est impressionnant. On a l'impression qu'il aimante les ballons en attaque, hein. Tu l'as dit, il y a une excellente situation où il reprend acrobatiquement. Franchement, il a failli marquer une première fois. Et il est tout seul. Il arrive à se démarquer. Puis défensivement, j'ai pas vu beaucoup de joueurs lui piquer la balle de la tête également. Donc voilà, c'est un phénomène. En plus, morphologiquement, et puis vous vous rappelez un peu de ses blessures. Il faut quand même rappeler que ce joueur, il a vécu 2 ou 3 saisons, 2 saisons, on va dire, pratiquement blanches suite à des blessures à répétition. Il a un mental d'acier parce que il y a beaucoup de joueurs qui auraient renoncé. Et enfin, avant qu'on va passer un dernier titre, un prochain titre, je rajouterais que voilà, moi j'aimerais bien le voir dans une autre équipe, comme pourquoi pas l'équipe de France, où il y a des défenseurs de son niveau et où il pourrait évoluer à son vrai poste, qui pour moi reste un milieu de terrain. Et franchement, imaginez-le en milieu de terrain avec tout ce qu'il peut apporter quand il monte comme ça. Imaginez-le un petit peu en milieu de terrain à la place à côté d'un Verretou ou quelque chose comme ça. Ouais, je sais pas. Oui, en milieu de terrain, il a été bon partout, hein. Il était latéral droit, latéral gauche. Milieu de terrain, il était pas mal, hein. Il a commencé avec le maillot vert en milieu et puis offensive. En numéro 9, il était bien aussi, hein. Moi, j'avais aimé le déplacement à Lens. Il était sur le côté avec Gomis. Il était très intéressant aussi. Donc, c'est vrai qu'il a une capacité énorme à s'adapter à différents postes. Il a commencé au milieu, il a fini derrière, comme qui? Comme Laurent Blanc. Comme Laurent Blanc. Ah. Tu nous as fait peur pour l'autre club, hein. Le seul club où on veut le voir ailleurs, c'est l'équipe de France. C'est la seule. Ouais. On veut pas le voir dans un autre club que Saint-Étienne. Exactement. Donc, la SSE reste à la 7e place. 7e place, voilà, avec des matchs à venir, on peut en parler, je sais pas, on peut débattre là-dessus. Ouais, on peut en débattre. Parce qu'il y a des choses à dire. Et notamment sur les objectifs un peu flous. Cette équipe, voilà, je vais vous dire le calendrier de l'AS Saint-Étienne. Hein. Après le match à Dijon, il y aura une longue trêve qui va, 3 semaines. Voilà, qui va coïncider avec le report du match face à Monaco. On reçoit Nantes, on va à Marseille, on reçoit Rennes, on va à Guingamp, on reçoit Bordeaux, on reçoit Paris et le dernier match, ça sera à Nancy. Mais franchement, il y a des gros morceaux. Donc, c'est toujours dans les 10 premiers à part Nancy. Voilà. Il y a des adversaires directs pour cette 5e, 6e place. Donc voilà, vu ce calendrier-là, est-ce que Galtier a raison d'être très très prudent désormais au sujet de l'Europe? Et est-ce que comment vous voyez les Verts sur cette fin de saison? Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer accrocher? S'ils jouent comme ça au cours du dernier match, ce qu'on a pu voir, une 10e place, c'est le minimum pour eux. 10e place. T'arrives pas à te créer d'occasion. Qu'est-ce que tu veux parler d'Europe? Ah tout à fait. C'est effectivement, si on joue comme ça.
Encore une fois, on vient de prendre 2 points seulement face à Montpellier, Caen, Bastia et puis Metz. Et puis là, donc, ce sont tous des gros morceaux, tous des clubs qui vont jouer l'Europe. Et puis, à l'exception de Nancy la dernière journée, mais eux, ils vont peut-être jouer le maintien. Donc, ce sera autrement plus compliqué. Donc, des équipes remontées, ça va être très compliqué. Le déplacement à Guingamp sera périlleux également, sans parler des déplacements à Marseille, Monaco, etc. Donc, non, il va absolument falloir changer de jeu, sinon ça va être très compliqué. J'ai pu entendre hier Malcuit qui disait que face aux grands, on a une autre prestation, ça se passe plutôt bien. Je suis dubitatif là-dessus. Alors oui, contre Monaco, on a fait un match nul inespéré. Face à Paris, bon, c'était différent, c'était dans les premiers matchs, Paris n'était pas à son niveau. Et puis le seul match plein que Saint-Etienne a fait cette année, c'est face aux vilains lyonnais. Là-dessus, il n'y a pas eu photo. Ils l'ont une victoire largement méritée, mais c'est une des rares victoires méritées, malheureusement. Moi, quand je vois le déplacement à Bastia, c'est presque à pleurer, quoi. Quand tu vois la faiblesse des Corses sur cette rencontre-là et sur tout au long de leur championnat, ils en ont encore pris 5 ce week-end. Et que nous, on n'est même pas capable de tirer au but, moi, je trouve ça affligeant de pas ramener une victoire lors de la semaine précédente. Autant, tu vois, le match nul face à Metz, on a vu des buts, il y a eu une réaction, mais bon, c'était pas vraiment ça. Mais là où ça fait mal, c'est ce déplacement à Bastia, où c'était largement à leur portée, et on ramène qu'un seul point. Ce qui me manque, c'est des victoires, parce que les matchs nuls contre les gros, là, tu as parlé de Monaco, ça fait pas vraiment avancer. Statu quo, et pour l'instant, les Verts sont éliminés de l'Europa League. On a perdu l'habitude de ce cas de figure, mais il faudra peut-être s'y faire, notamment parce que il y a des équipes qui veulent également se qualifier en Europa League. On va passer on va faire un petit focus sur la page Haute-Loire, Marco, si tu es prêt. Ouais, il n'y a pas de souci, et je vous lance ça. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, voici la page Haute-Loire. L'Altiligérie en CFA, le Puy garde la tête après leur belle victoire à domicile face à la réserve bourguignonne, la JOCR. Le Puy l'emporte 3-1. Les Poneaux ont été menés 1-0 jusqu'à la fin de la 40e minute, puisque Patrao va égaliser juste avant le retour au vestiaire. Et au début de seconde période, les Poneaux vont se faire peur, mais vont quand même inscrire un deuxième et troisième but, qui est synonyme de victoire et qui consolide cette place de leader de ce championnat de foot amateur, puisque le Puy est toujours en tête face à Grenoble. Mais Grenoble est toujours à leurs bottes, donc il faut se méfier. En Régional 1, ce week-end, belle réaction de l'équipe d'Espaly. L'Espaly qui, la semaine dernière, avait pris le bouillon à Montluçon. Là, c'est bien repris en recevant en tiers, et il n'y a pas eu photo sur le même score, 3-1 pour l'équipe d'Espaly. La réserve du Puy, sur le même score, a gagné face à l'EDSM Montluçon. Et le Puy, dans ce championnat, joue les premiers rôles. Alors, on peut se poser la question, si le Puy Foot 1 monte en national, est-ce que la réserve pourrait monter en CFA? À mon avis, non, mais bon... je vous pose la question et on essaiera d'y répondre les émissions suivantes. Il faut savoir que l'équipe du Velay FC, le match du Velay FC est reporté à une date ultérieure. En Régional 2, en poule A, Shadrack consolide sa place de leader en s'imposant 1-0 face à une équipe du Cantal. Et dans la même poule, Vergonjon, à l'extérieur, a gagné 3-1 à Pérignan. Et poule B, c'est Monistrol qui perd à Moulins.
Et Blavozy, j'ai pas eu encore le résultat. Malheureusement, c'est pas arrivé dans les tablettes. Voilà pour l'Alti Ligérie. C'est plutôt pas mal dans son ensemble, avec toujours des victoires du côté Pono. Merci pour cette petite... ce petit zoom sur le foot en Haute-Loire, Marco. On va passer à l'agenda maintenant, puisque il y a une semaine pour préparer le prochain match. Et ce prochain match aura lieu du côté de Dijon. Alors, cette équipe de Dijon, elle oscille un peu entre le chaud et le froid, hein. En ce moment, ça va plutôt pas mal du côté de Dijon. Ils sont en train de lutter pour le maintien. Alors, qu'est-ce qu'il faut, de quoi faut-il se méfier? On rappelle qu'on va aller jouer du côté de Dijon, avec un stade qui sera certainement bien rempli, et puis de la motivation en face. Que peuvent espérer les Stéphanois lors de cette rencontre, Eric? Il faut se méfier parce que comme nous, ils n'ont pas gagné un match en championnat depuis un mois. Ils ont affronté des plus grosses cylindres que nous. Ils ont joué contre Lyon et Nice en particulier. Ils sont mal en point au classement. Ils sont 17e. Ils évitent la place de barragiste grâce à la différence de but. Alors rappelons-nous qu'au match aller, on avait fait seulement match nul face à eux en égalisant dans le temps additionnel. Ils ont quelques bons joueurs comme Les Melou, comme Tavares devant et puis Diony. Et là, ils viennent de prendre un bon point à Rennes ce week-end après avoir mené 1-0. Donc ça fait un bon petit moment qu'on n'est pas retourné à Dijon, hein. La dernière fois, c'était lors de la saison 2011-2012, c'était juste avant Noël. On l'avait emporté 2-1 dans un froid polaire. Juste après, on avait reçu le PSG et perdu 1-0. C'était le début de l'ère Qatari. Donc voilà, c'est une équipe mal en point qui aura à cœur de faire un gros match pour justement essayer de se soulager un petit peu au classement. Il va pas falloir tomber dans nos travers comme on a pu le faire précédemment. Il va falloir faire un match très sérieux et puis commencer par rattraper les points qu'on commence à perdre à la maison. Ouais, en Côte d'Or, il y a beaucoup de supporters stéphanois, hein. Alors, bien sûr, ils sont plus proches de la région du Rhône, du département du Rhône, mais je sais qu'en Côte d'Or, il y a un public stéphanois, donc il y a toujours du monde dans ce stade de Dijon. Donc je pense qu'il va y avoir une belle ambiance. Et Dijon, c'est une équipe joueuse, on a pu le voir au match aller, qui n'est pas aidée par les arbitres non plus. Ces derniers matchs, et je pense qu'on va assister à un bon match puisque Saint-Étienne doit réagir vu le peu de points engrangés ces 4 derniers matchs. C'est des points perdus à la maison pour le match de Metz, et je pense qu'ils auront, et en tout cas je le souhaite, qu'ils auront la tête pour le moral pour rattraper ces points perdus à domicile. Tout va très vite, hein. C'est vrai qu'avec 2 victoires, c'est ce qui manque un peu en ce moment. Avec 2 ou 3 victoires, c'est vrai que ça replace complètement l'équipe. Une formation, hein. Les autres équipes aussi ont des matchs importants. Donc voilà, l'objectif, ça sera de gagner. Mais Dijon, comme tu le dis, est une équipe joueuse et eux aussi vont vouloir empocher les 3 points. Donc à suivre dans votre émission Coup de tête la semaine prochaine, le débriefing de cette rencontre face à Dijon. Ok, on va passer au coup de tête et coup de cœur, et puis on passera quand même un morceau avant. Alors, au pif. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Allez, les coups de tête. Je vous écoute, messieurs. Il y a beaucoup de coups de tête cette semaine. Coup de tête contre la tempête Zos pour commencer, hein, qui a traversé la Haute-Loire et la Loire et qui nous a privé de notre émission Coup de tête la semaine dernière. Coup de tête concernant les commentaires enflammés de Denis Balbir, pourtant supporter des Verts, lors du match de Coupe d'Europe Lyon-AS Roma jeudi. Puisque je parle de Lyon, coup de tête contre les Badgones, des vandales qui n'ont rien trouvé de mieux cette semaine que de venir taguer les abords de Geoffroy Guichard. Décidément, Lyon et l'intelligence, ça fait 2. Coup de tête, qu'on en a parlé contre la série noire actuelle, un mois sans victoire. La dernière, c'était le 12 février contre Lorient. Coup de tête également contre le recrutement estival qui est un échec. Je me suis fait la réflexion en voyant récemment Dabo et Lacroix en réserve. Seule exception, c'est Jordan Verretou, que j'espère qu'on parviendra à conserver l'année prochaine. Je parle de mercato estival, mais mercato hivernal aussi. On a recruté Jorginho, qui n'était pas dans le groupe le week-end dernier face à Metz.
Et un coup de tête contre le manque d'efficacité de nos attaquants. Notre meilleur buteur, Romain Amouma, est à 6 buts. Le plus faible total pour un meilleur buteur stéphanois sur une saison est de 8 buts. C'était Emmanuel Rivière en 2009-2010. Il occupe pour l'instant la 30e position au classement des buteurs. Je me suis amusé à décortiquer le classement de tous les buteurs de tous les meilleurs buteurs de chaque club. Donc tous les clubs de Ligue 1 ont un buteur plus prolifique que nous, sauf Bordeaux, Angers et Metz qui sont à égalité avec nous, et Nancy qui a un but de moins. Ouais, mais il joue la moitié des matchs, Amouma. Oui, mais C'est donc, ça, hein. il peut y avoir d'autres attaquants qui... Comme l'année dernière. Oui, on n'a pas d'autres attaquants. Donc on en a 6 buts. Par exemple, un club comme Caen qui est 15e au classement, Santini a le double de buts. Ah 12 ouais, non, buts. mais ça m'étonne pas. On tire pas au but. Mais justement, voilà, un coup de tête, excuse-moi Olivier, un des coups de tête, c'est que quand vous regardez les autres rencontres et que vous regardez les Stéphanois, à l'approche donc du but adverse, nos joueurs n'ont pas, alors je sais pas, l'intelligence ou le réflexe de tirer au but. Quand tu joues au foot, ça pose quand même quelques soucis. Et encore ce dimanche, ça a été le cas. On s'approche dans les 25 mètres, 22 mètres, 20 mètres, et non, on n'a pas le réflexe de tirer au but. Et on a pu le voir à Bastia. On a pu le voir à Montpellier et c'est assez récurrent. Alors s'ils veulent rentrer avec le ballon dans les cages, faut leur dire que c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire et pour marquer des buts, il faut tirer à un moment donné. J'ai pas aimé le parquage visiteur pour cette rencontre face à Metz puisqu'ils étaient interdits une fois de plus et je trouve ça d'une tristesse et je le redis à chaque fois mais Et la décision est tombée encore une fois 48 heures avant le match. exactement, ça a été ouais. C'est bien triste. J'ai pas aimé, vous l'avez compris, cher auditeur, le nul à Bastia de la semaine précédente. Voilà, j'ai vraiment pas aimé. Et j'ai pas aimé, je n'aime pas, c'est plus du présent, nos anciens comme Coad et Assou et Koto qui jouaient donc ce dimanche dans l'équipe adverse. Je parle des anciens encore que j'ai croisés la semaine dernière, c'est Saint-Maximin qui, à mon avis, avait mais largement la place dans l'équipe stéphanoise actuelle. Je comprends pas qu'ils soient partis vers d'autres cieux parce que ils avaient des qualités que les remplaçants n'ont pas. Assou et Koto, on n'a pas su le remplacer. Par exemple, un Saint-Maximin, un joueur aussi technique que ça, on n'en a plus dans notre effectif et je trouve ça vraiment dommage. Donc ça fait partie de mes coups de tête. Et Céric également. Et Céric également, et Céric, mais qui nous appartenait pas. Hein. Voilà. Ouais, pas vraiment de coup de tête. Si ce n'est, si, Attends, non, mais c'est on- l'émission coup de Ouais, tête non, et mais t'en as si pas. c'est- Oh si, mais j'en ai un. Tu me l'as Ah bah offert alors. sur un plateau parce que non, mais si tu veux rester jouer avec Assou et Koto, Marco, tu vas pas voir beaucoup d'action également. Aujourd'hui, par exemple, il s'est contenté de défendre notre ami Assou et Koto. Et puis, Est-ce que tu as vu, c'est transversal. oui, voilà, il en a fait 3 et 2, il en a raté une. Et attends, je m'en souviens non, pas qu'il en ait loupé. bah, si. Moi, j'en ai vu 3 magnifiques. Non mais attends, faut m'expliquer si le jouer au foot c'est faire réussir des transversales. J'aime bien les transversales. Depuis Oui, non, Platini, depuis les années 80, les transversales, je trouve ça un très joli geste. Ouais, excuse-moi, mais Non mais Assou et Koto à la c'est un limite très bon défenseur. c'est lui que c'était un que très je- bon défenseur. que je prendrais à la limite dans l'équipe, mais en tout cas pour les autres. Tu parles de Coad. Mon Coad, voilà, il est resté suffisamment à Saint-Étienne. Si ça avait été une perle rare, ça se saurait et ça se serait vu en termes de chiffres parce que c'était pas un buteur non plus, malgré son poste de numéro 10. Et Céric, sur certains matchs, il était d'une nonchalance Ouais, mais il plantait des pions. Ouais, c'était un bon tireur de coups francs. Non mais on peut pas rester, je veux dire, voilà. Et Coad Que Perrin reste, on est bien d'accord, c'est un joueur d'exception, mais parmi tous les joueurs donc que vous me citez, je vois aucun joueur d'exception moi. Ouais, non, mais je parle pas d'exception. Je dis qu'ils sont largement meilleurs que ceux qu'on a pris. Oui, Ah oui, là, bah non oui, mais c'est oui. vrai que si tu vas rechercher Mbengue, c'est sûr que c'est difficile. Oui. Mais bon, tu prends ce qui reste. Tu peux pas les obliger à rester aussi. non. Un joueur de foot, c'est... Puisqu'on parle de Mbengue, remarquez que Gabriel qui s'est blessé, on avait Mbengue sur le banc, il n'est pas rentré, alors que c'est le spécialiste du poste arrière gauche. il est blacklisté là, je crois. À propos, on n'a pas fait les flops de tout à l'heure. On n'a pas parlé de Selnaes, mais Selnaes, Voilà, en parlant des coups de tête. c'est une catastrophe, ce Selnaes. On est bien d'accord. Sa lenteur, et puis il est méconnaissable par rapport au premier match qu'il a fait avec le maillot des Verts, non?
On a eu ce débat avec Eric avant l'émission. Hein. C'est vrai que il est pas fait forcément pour le. Est-ce que j'ai le temps de développer un peu sur Selnaes? Non, allez, je passe. Allez, coup de cœur, vas-y. Il est bien pour lancer les champs par contre. Ouais, coup de cœur. Et je suis sûr que je vais faire plaisir à Eric puisque voir Cornier rentrer, ça m'a fait plaisir tout à l'heure. On ne sait pas s'il va rester l'année prochaine, mais en tout cas avec une petite complicité en plus avec Galtier sur les images de beIN Sport. Donc c'était plutôt sympa. Et puis je remercie aussi un tweetost qui s'appelle Casque Kader, qui est pourtant supporter de Caen, mais qui a fait preuve de beaucoup d'humour, puisque vous savez que Pierre Ménès a tweeté lui, hein, on a l'habitude, et c'était pas forcément très drôle ni très difficile. Il a tweeté Perrin, l'arbre qui cache la forêt, pour parler de. Et lui, il a répondu Perrin, l'arbre qui cache le Forez. Et je trouve que c'était bien vu. Ça nous offrira peut-être notre titre. D'accord. C'était pas de toi en fait. Non, c'est pas toi. Eric? Bah écoute, le principal coup de tête, on en a parlé en long, en large, à travers, concerne bien sûr Loïc Perrin. Je vais pas revenir dessus, je vais pas développer. Insberger a dit qu'on devrait lui ériger une statue, donc on y songe en effet. Coup de cœur pour l'exploit des féminines qui sont qualifiées donc pour les demi-finales de la Coupe de France en gagnant sur le terrain du 3e du championnat. Et puis coup de cœur pour deux anciens verts, Pierre-Emerick Aubameyang comme d'habitude, qui a inscrit un triplé cette semaine en Ligue des Champions face à Benfica, pendant que le Barça réussissait l'exploit d'une improbable remontada face au PSG. Nous aussi, on a fait une remontada, comme tu l'as dit, mais nous, c'était face à Metz. Aubame qui a encore marqué ce week-end. Et puis, un dernier clin d'œil à un attaquant, ça va faire plaisir à Olivier. Il voulait qu'on lui retrouve des anciens joueurs. Donc, un attaquant qui était brocardé chez nous, mais que je trouvais pas plus mauvais que d'autres qui, eux, sont restés. Je veux parler de Ricky van Wolfswinkel, qui a su rebondir dans son pays. Il en est à 13 buts et 5 passes décisives avec son club du Vitesse Arnhem. Vous allez me dire que le championnat des Pays-Bas n'est pas très relevé, mais les buts, il faut quand même les mettre. Ouais. Bon, tu m'as piqué tous mes coups de cœur. Tous Perrin, la remontada. Non, le coup franc de Neymar. J'ai adoré le coup franc de Neymar face au QSG. Voilà, et puis j'étais content que Barcelone gagne, voilà, même si ça en déplaise à Monsieur Duprat. Hein, c'est le Qatar aussi en même temps. Voilà, ouais, de toute façon c'est les deux Qatars de chaque côté. Mais bon, non, le coup franc de Neymar, là, il est magnifique. Même bien si Barcelone a été quand même un peu aidé par l'arbitre, mais bon, voilà. Donc ouais, j'aime Aubame, j'aime tout ça. Donc l'émission se termine. On se retrouve la semaine prochaine pour décortiquer. Tu préfères Aubame ou Perrin? Perrin parce qu'il est resté, on va dire ça. Et puis parce qu'il est stéphanois. Bonne réponse. On se retrouve la semaine prochaine pour décortiquer le déplacement en Bourgogne, à Dijon. Hein, le match à quelle heure? À 17h. Voilà, 17h dimanche, c'est ça, hein, dimanche. C'est ça. Et on se retrouve la semaine prochaine, chers auditeurs, dans l'émission Rock and Foot qui analyse, décortique l'actualité des Verts. Allez les Verts, ciao. Bonne semaine allez les Verts. Bonne semaine à tous, allez les Verts.